On pourrait croire que les règles qui protègent les participants à une recherche scientifique sont une évidence. Mais en réalité, elles n'ont pas été écrites dans le calme d'un laboratoire. Non, leur histoire est bien plus sombre. Elles ont été forgées dans la tragédie. Et c'est cette histoire, parfois douloureuse, qu'on va explorer ensemble. C'est une drôle de question, hein. Pourtant, elle est au cœur d'une expérience assez célèbre qui va nous ouvrir les portes sur un dilemme bien plus grand. Alors, pour explorer les limites de la résistance au stress, le docteur Richter a eu une idée, disons, radicale. Il a placé des rats dans des bocaux remplis d'eau sans aucune issue possible, les forçant à nager pour survivre. L'objectif était purement scientifique, chronométrer, tout simplement, combien de temps ils pouvaient tenir. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Dans une deuxième version de l'expérience, il a sorti les rats de l'eau juste avant qu'ils ne cèdent à l'épuisement. Il les a laissés se reposer un peu, puis il les a remis dedans. Le résultat a été incroyable, stupéfiant même. Ils ont nagé des heures et des heures, bien au-delà de ce qu'ils avaient fait la première fois. Alors pour le docteur Richter, la conclusion était claire. Cette différence spectaculaire ne venait pas de la force physique, non, c'était une question d'espoir. Le simple fait d'avoir été sauvés une seule fois leur avait donné une raison de continuer à se battre, une idée vraiment puissante. Et voilà la question qui change tout. La découverte est peut-être géniale, mais nous met face au coût éthique de cette connaissance. Et là, on touche au cœur de notre sujet. Et ça nous amène directement à un concept absolument fondamental, le consentement éclairé. Un animal, bien sûr, ne peut pas le donner. Un être humain, si. Et pourtant, pendant des décennies, ce principe a été complètement et tragiquement ignoré. Son absence est à l'origine des chapitres les plus sombres de toute l'histoire de la science. Bon, on va aborder une partie de l'histoire qui est assez dure, je préviens. Mais c'est crucial pour comprendre pourquoi on a dû mettre en place des règles aussi strictes. L'étude de Tuskegee, c'est peut-être l'un des exemples les plus connus et les plus tristes. Pendant 40 ans, des chercheurs ont suivi l'évolution de la syphilis sur des centaines d'hommes sans jamais leur donner le traitement qui existait, la pénicilline, juste pour voir les effets de la maladie sur le long terme. Puis, il y a eu l'horreur absolue de la Seconde Guerre mondiale. Les camps de concentration sont devenus de véritables laboratoires pour des expériences d'une cruauté qu'on peine à imaginer. Celle menée par Mengele à Auschwitz symbolise la perversion totale de la médecine au service de la barbarie. Là encore, on s'est attaqué à une population particulièrement vulnérable. Pour étudier l'hépatite, des chercheurs ont délibérément affecté des enfants handicapés mentaux. Pire encore, l'admission dans le centre était souvent conditionnée à la participation à cette étude. Et le mal, il n'était pas toujours physique. Ces deux expériences, même si elles sont très différentes, ont prouvé une chose. La recherche peut aussi causer une souffrance psychologique immense, en poussant des gens ordinaires à commettre des actes cruels ou en les plaçant dans des situations de pouvoir qui les détruisent. Forcément, face à de telles horreurs, le monde ne pouvait pas rester sans rien faire. Les textes qui ont été écrits à ce moment-là, ce ne sont pas de simples règlements, ce sont de véritables boucliers créés pour nous protéger de notre propre soif de connaissance. Et quand on regarde cette chronologie, il y a une chose qui saute aux yeux, l'éthique en science, elle est réactive. Chaque code, chaque déclaration est une réponse directe à une atrocité. Le code de Nuremberg est né des cendres des camps. La déclaration d'Helsinki et le rapport Belmont ont émergé après des scandales comme Tuskegee. C'est vraiment une histoire de leçons apprises dans la douleur la plus totale. Alors, dans tous ces documents, il y en a un qui est particulièrement important, le rapport Belmont de 1979. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à distiller toute cette complexité en 3 principes simples, clairs et, au fond, universels. Et ces 3 piliers forment un équilibre vraiment essentiel. Le respect de la personne, c'est le contraire d'Auschwitz. Ça garantit le choix, le consentement. La bienfaisance, c'est l'anti-Willowbrook. Ça exige de protéger, de ne pas nuire. Et la justice, eh bien, c'est l'antidote à Tuskegee. Ça assure que les poids de la recherche ne retombent pas toujours sur les mêmes populations. Alors, au final, que reste-t-il de toute cette histoire ? Et surtout, pourquoi est-ce si important de s'en souvenir aujourd'hui ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'une personne participe à une étude aujourd'hui, sa sécurité repose sur ses principes. Ce ne sont pas juste des règles abstraites sur un bout de papier, ce sont des promesses qui ont été écrites avec les larmes du passé pour protéger notre futur. 4 moments clés, 4 réponses à l'inhumanité. Quand on les met ensemble, Nuremberg, Helsinki, Belmont, La Haye, ce ne sont pas juste des noms de villes ou de documents. C'est le socle sur lequel repose toute la confiance qu'on peut avoir dans la science aujourd'hui. C'est ça, l'héritage. Et voilà, la boucle est bouclée. L'histoire du rat nous a montré la puissance de l'espoir, c'est vrai, mais elle a aussi mis en lumière les dangers d'une science sans conscience. Tout le chemin parcouru depuis, c'est cette longue et difficile quête pour s'assurer que la recherche du savoir ne se fasse jamais au détriment de la vie. Et ça, c'est la grande question qui se pose à nous aujourd'hui. Avec l'édition génétique, l'intelligence artificielle, de tout nouveaux dilemmes éthiques apparaissent.
Est-ce que les leçons du passé, apprises si difficilement, seront suffisantes pour nous guider? La question reste ouverte, et la réflexion, elle, ne fait que commencer.